Alors, Merci Monsieur beaucoup. Jouzel, merci. Donc, le public en France vous connaît évidemment très bien parce que vous avez été l'un des premiers, non pas un premier au tout début lanceur d'alerte, parce qu'il y en a eu d'autres au fil des décennies qui ont précédé, mais le premier à s'être battu mordicus pour que ça devienne un sujet important, pour que le réchauffement climatique devienne un vrai sujet. Et avec opiniâtreté, vous êtes sans cesse revenu à la charge jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes comprennent ce qui se passe. Et puis petit à petit, c'est vous qui avez allumé la mèche et qui avez entretenu le feu d'une certaine façon. C'est gentil, Pierre Reboul, merci. Oui, effectivement, bon, avant tout, je suis un chercheur, donc je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à l'évolution du climat, donc j'ai commencé ma thèse en 68, hein, donc il y a 51 ans. Donc en 2050, je serai peut-être plus là, hein, donc j'entendais, donc il faut travailler avant 2050, hein, je veux pas, on va pas attendre 2050 pour faire des choses. Donc oui, je m'y suis intéressé du point de vue de la recherche et j'ai toujours essayé de m'ouvrir. C'est bien de s'intéresser à un objet de recherche, mais il y a quand même une proximité dans ce domaine et dans d'autres d'ailleurs entre ce que l'on découvre dans les laboratoires, ce que l'on apprend et finalement la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Et c'est le cas du réchauffement climatique puisque, disons, si l'on croit effectivement à la réalité du réchauffement climatique, eh bien, ça veut quand même dire que ça a des conséquences, et on en a encore parlé tout à l'heure, sur notre vie de tous les jours, notre mobilité, notre habitat, la façon de fournir de l'énergie pour le digital, ce dont je viens de parler. Donc voilà un petit peu, et ça m'a beaucoup intéressé à la fois la vie de chercheur, mais aussi communiquer ces résultats de recherche vers le grand public et vers les décideurs politiques aussi. Alors, l'année où vous passiez votre thèse, je naissais, mais ça me fait quand même être suffisamment vieux pour avoir assisté à une conférence donnée à Aix-en-Provence où je faisais mes études C'est gentil, c'est vrai. Oui, allez-y. par René Dumont qui décrivait. Alors, on va parler du GIEC parce que vous étiez déjà vous étiez membre du GIEC lors du premier rapport de 88. Non, en deuxième. J'ai commencé en Deuxième. 94 dans le deuxième rapport. Ouais. Mais on est d'accord Premier, oui. que dans le premier rapport, il y avait déjà tout, grosso Il y avait modo. déjà tout, c'est ce que je dis. Voilà, quand on regarde les chiffres du premier rapport, on est vraiment sur ces trajectoires qui étaient envisagées en termes d'évolution du climat, disons de rythme de réchauffement. Et à partir du troisième rapport, on a commencé à parler vraiment très sérieusement de l'augmentation de cette perception d'événements extrêmes qui devenaient plus intenses. Donc c'est quand même, disons, nous sommes, je dirais presque malheureusement, dans un contexte climatique qui est celui que nous envisagions notre communauté il y a une trentaine d'années, c'est très clair. Alors il y a un événement, on parle de canicule ici, mais en réalité la canicule n'est pas vraiment à Paris aujourd'hui, enfin cette semaine. Elle est surtout dans l'Ariège et dans le Gard. Oui. Et demain, Météo France prévoit qu'il fera 45 degrés Celsius à Nîmes. Si c'est le cas, ça sera la température la plus élevée et de 1 degré de plus que le maximum Ouais. précédent qui était 44, 44,1 ouais. en 2003. C'est un événement dont 45 degrés, parce qu'on parle, un rapport, une étude dit qu'il fera peut-être jusqu'à 55 degrés dans l'est de la France, je ne sais Oui. pas dans quelle perspective. Non, alors là, il faut quand même, disons, alors la réalité du 45 degrés, on verra demain, c'est à la fois envisagé pour Nîmes, aussi pour Carpentras. Oui, Donc oui. voilà, donc le sud de la France, il semble qu'on va échapper à Paris même aux 40 degrés. Mais donc, quels sont il y a peut-être un point qui est intéressant, enfin qui est important. Donc une constatation, c'est que, disons, dans un contexte de réchauffement global, eh bien, si les températures moyennes, disons les records de température, hein, les températures les plus chaudes augmentent pratiquement 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. Disons pour un réchauffement supplémentaire par rapport à aujourd'hui de 1 degré, les records de température qui peuvent effectivement ne survenir qu'en un endroit et disons tous les 10 ans vont augmenter plutôt de 2 degrés. Ça veut dire que si on laissait aller le climat à la fin du siècle vers disons 4 à 5 degrés, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien on aurait des réchauffements, des records de chaleur qui progresseraient d'une dizaine de degrés et donc pourraient dépasser effectivement certaines régions 50 degrés. On parle bien de la fin du siècle dans ce cas-là. Alors, en termes d'augmentation des températures moyennes, pouvez-vous nous dire sur quel train nous sommes actuellement avec ou sans l'accord de Paris? On parle de 3,5, certains disent jusqu'à 5. Oui, d'accord. Donc je pense qu'il faut peut-être, disons, identifier 2 périodes différentes. Les prochaines décennies, les 20-30 prochaines années, et pratiquement là c'est joué.
disons, l'évolution du climat, allez, grosso modo, jusqu'à 2040-2050, est assez indépendante de ce que nous allons émettre d'ici 2050, parce qu'elle dépend de ce que nous avons déjà émis. Et le rythme de réchauffement sera certainement probablement supérieur à 0,2 degré, donc au moins 0,5 degré, voire 1 degré dans certaines régions d'ici 2050 par rapport à la décennie 2010. Donc c'est quelque chose qui est notable, important, auquel on peut probablement s'adapter. Les problèmes commenceront, les véritables problèmes. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, disons, quand on parle de véritables problèmes, ça n'a rien à voir avec le climat d'aujourd'hui. Quand on va parler maintenant, alors maintenant, si on ne fait rien au cours des 10, 20, 30 prochaines années, eh bien, à la fin de ce siècle, on irait vers des réchauffements de 4 à 5 degrés en moyenne. J'espère qu'on n'ira pas. Maintenant, si on parle de l'accord de Paris, il y a deux aspects dans l'accord de Paris. L'objectif, ou les objectifs, parce que l'objectif, c'est il y a un double objectif, de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés en valeur moyenne, voire 1,5 degré, alors par rapport au pré-industriel. C'est-à-dire qu'on a déjà pris 1 degré. Donc l'accord de Paris nous dit qu'il ne faudrait pas prendre 1 degré supplémentaire, mais si possible, même pas 0,5 degré supplémentaire, et on montre qu'1,5 degré, ça compte. Ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris. De l'autre côté, il y a des engagements, et les engagements pris dans l'accord de Paris, en gros, nous emmènent plutôt vers 3 degrés à la fin du siècle. Il y a des engagements de réduction des gaz à effet de serre dans l'accord de Paris. Ils ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à 1,5 degré. Des engagements sur la période 2020-2030. Donc il faudrait absolument augmenter l'ambition de l'accord de Paris. Et on voit bien que cette ambition en prend un coup avec le retrait annoncé des États-Unis, celui du Brésil, et qui entraînera probablement le fait que le seul grand pays qui n'ait pas signé, la Russie, qui n'ait pas ratifié la Russie, ne le fera pas. Donc on voit bien que d'un côté, les engagements de l'accord de Paris sont insuffisants par rapport aux objectifs, et s'y ajoute le fait que le retrait de certains pays rend ces engagements, et y compris l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire on va plutôt vers 3 degrés, ce n'est pas sûr qu'on réussira à le respecter. Mais il faut justement, c'est là aussi où les scientifiques nous disent qu'il faut agir tout de suite et, je dirais, augmenter l'ambition de l'accord de Paris. Alors, on a bien vu ces 15 derniers jours des événements extrêmes se dérouler à la fois en Australie et en Inde. En Inde, il y a eu un retard de la mousson qui est le plus important qu'il n'y ait jamais eu. Les gens, on est allé jusqu'à 50 degrés dans plusieurs États indiens. Une ville qui est la capitale d'un des États, qui est la 3e ville d'Inde, j'ai oublié, Chennai, a été privée d'eau pendant pratiquement 15 jours. Et il y a eu 200 morts. Et en Australie, on a vu que les animaux, les chauves-souris, mouraient d'un arrêt cardiaque. On a atteint, il y a maintenant 1 mois et demi, en fait, en Australie, des températures qui sont absolument inouïes. Et il se trouve que ces 2 pays, l'Inde et l'Australie, sont les plus gros producteurs et consommateurs de charbon au monde. Voilà. L'Australie, on ne le sait pas, mais est le premier exportateur de charbon au monde. L'Australie a été très climato-sceptique. On sait que les chefs de gouvernement australiens, pendant des années, ont freiné déjà l'accord de Kyoto. Vous êtes d'accord avec ça? Y étaient opposés. Et n'y a-t-il pas une justice immanente? Et vont-ils ouvrir les yeux faut-il des punitions d'une certaine façon? Ouais. Faut-il une punition physique pour que des gens se disent mais il faut absolument revenir sur le charbon notamment et puis bien sûr le pétrole? Je le pense, mais disons si on revient sur l'Australie, effectivement ça dépend du régime politique, mais il y avait l'espoir aux dernières élections que effectivement, disons, alors je crois que c'est les démocrates qui sont, disons, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique passent, mais ce n'a pas été le cas malheureusement. Ça n'a pas été le cas et effectivement, disons, il y a aussi, ça dépend vraiment du régime politique. C'est plutôt les conservateurs, ça ne va pas très bien. Donc oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Disons, il faudra en tout cas donner un prix au carbone, un prix mondial au carbone et un prix qui effectivement rendre l'exploitation du charbon non rentable. C'est bien ça dont on parle. Donc la seule façon, des pays comme l'Australie ont d'énormes potentiels en termes de développement d'énergie renouvelable qu'ils ne saisissent pas fortement. L'Inde est quand même déjà assez engagée dans l'Alliance solaire internationale et s'intéresse, je redis, ça ne veut pas dire qu'ils n'augmentent pas leurs émissions au niveau du charbon, mais il y a quand même une certaine dynamique
en Inde, disons, d'utilisation du développement de l'énergie solaire en particulier, parce que justement, ça permet aussi de toucher des endroits où, effectivement, c'est assez difficile d'avoir des réseaux électriques. Donc, il y a un intérêt. Ce n'est pas suffisant, mais je dirais que la dynamique, c'est vraiment dans ces pays, le développement des renouvelables. Certains de ces pays également, y compris l'Inde, la Chine, disons, s'intéressent au nucléaire, mais je crois que le véritable potentiel dans ces pays et aussi, par exemple en Australie, eh bien, ce serait quand même de développer des énergies renouvelables. Ce n'est loin d'être le cas. Et la seule façon de les rendre rentables, c'est effectivement qu'on impose. Je pense que c'est peut-être plus astucieux, nous disent les économistes, d'imposer un prix du carbone, disons, dissuasif pour l'utilisation, disons, progressif et à la fin dissuasif pour l'utilisation du charbon et des autres combustibles fossiles, plutôt que d'interdire. Donc, mais vraiment un mécanisme de marché pourrait être efficace, c'est ce que nous disent les économistes, mais pour le moment, on voit bien qu'on ne réussit pas à le faire. Il y a certains États en Chine qui l'ont fait, certains États en Californie, il y a aussi un marché du carbone en Europe, mais tout ça n'est pas unifié, et donc on voit bien que notre président Macron parle disons, d'une taxe carbone aux frontières. Il y a plein de choses à faire. Il faut faire jouer ces leviers, je dirais, le prix du carbone. Alors il y a un autre élément qui est fondamental, qui a été un tabou, mais qui change ces dernières années puisqu'on en parle, c'est la démographie. Si on prend le cas de l'Inde, en 1947, à son indépendance, l'Inde avait 360 millions d'habitants, ce qui signifie son 1,3 milliard. Ça veut dire qu'en depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde a fabriqué 1 milliard d'humains à elle toute seule. Le Pakistan, à la même époque, en 1947, avait 42 millions d'habitants. 42, ils en ont 206 aujourd'hui. Un pays qui nous est proche par l'histoire, qui est l'Algérie. L'Algérie a multiplié par 7 sa population. Il y avait ces fameux 8 millions de musulmans dont on parlait pendant la guerre d'Algérie, en 1962. Ils sont 43 millions aujourd'hui, et il y a 7 millions d'Algériens qui vivent en dehors de l'Algérie. Donc ça veut dire que sur un temps aussi court, la population algérienne a été multipliée par 7, de 62 à aujourd'hui. Donc on arrive à une période où changer les choses est très difficile, parce que nous avons presque 8 milliards d'humains à nourrir, et nous ne pouvons pas le faire si nous arrêtons l'agriculture extensive, si nous n'avons plus de pétrole pour les engrais ou de gaz naturel pour les phosphates, pour l'azote, si nous n'avons plus de pétrole pour le machinisme agricole, si nous n'avons pas l'agriculture extensive, la Beauce, les plaines du Canada, etc., nous ne pouvons pas nourrir 8 milliards d'individus. Donc ça, c'est une discussion dans laquelle je ne sais pas si on entend aussi des spécialistes de l'INRA ou d'autres institutions qui disent qu'il y a quand même aussi un potentiel dans une agriculture rénovée, quand même, y compris au niveau mondial. Par exemple, si on regarde l'Afrique pourrait encore être autosuffisante. Disons, le problème, c'est que l'Afrique a complètement abandonné son agriculture. Mais il y a un potentiel en Afrique de production agricole. Bien sûr, ça passe, vous l'avez dit, par aussi des fertilisants. Et puis, donc, je crois que, disons, il y a un double aspect avec la population. Disons que l'augmentation de population, quand en Afrique, on parle d'1 milliard supplémentaire entre 2020 et 2050, de passer de 1 à 2 milliards, effectivement, les démographes nous parlent de 10 milliards d'habitants, enfin probablement entre 9 et 10 en 2050. Pour ce qui concerne le climat, le GIEC dit très clairement que le premier facteur d'augmentation au cours des 50 dernières années des émissions de gaz à effet de serre, c'est la démographie. C'est clairement. Mais ce que je me refuse à faire, c'est de placer la démographie. Alors bien sûr, il faut tout faire pour limiter la démographie. Ça passe par l'éducation largement. Là aussi, probablement pas la contrainte, mais une éducation. Donc je suis bien sûr favorable à... J'espère que la démographie se stabilisera et pas à un niveau trop élevé, c'est important. Mais du point de vue climatique, je le mettrais en premier, largement au-dessus de cette limitation de la démographie, notre changement de comportement. Je veux dire par là que même si on diminuait, si on stabilisait la démographie au rythme d'aujourd'hui, même si on la divisait par 2, si on continuait à vivre en moyenne comme un Américain, eh bien, on perdrait aussi la bataille, du climat. Donc c'est avant tout, me semble-t-il, le changement de comportement, le passage à des énergies sobres en carbone, la sobriété elle-même, c'est tout cela qui est pour moi garant d'une lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il y a un autre problème qui pointe effectivement, c'est
la compétition entre énergétique et alimentaire pour les surfaces. Disons, on rêve de plus en plus de pomper du carbone de l'atmosphère avec de la biomasse. Beaucoup de productions énergétiques sont aussi consommateurs de territoire et au-delà du fait qu'il y a effectivement l'utilisation du machinisme agricole que vous avez mentionné, il y a cette compétition pour les territoires entre énergétique et alimentaire qui va être un des véritables problèmes aussi des prochaines décennies. Mais pas avec les insectes aussi. Ces territoires, Exactement. Si on y plante des plantes qui ne sont pas des plantes à fleurs comme les céréales, le riz, l'orge, le blé, etc., on va flinguer les insectes. On va flinguer les insectes et on va flinguer la biodiversité. Il y a ce problème de lien très fort. La préservation de la biodiversité est aussi essentielle à est tout aussi importante que elle est tout à fait tout aussi essentielle que la protection du climat. Mais une des façons de protéger la biodiversité, c'est aussi de limiter le réchauffement climatique. C'est bien ce dont il faut se rendre compte, c'est très lié. Voilà, donc là-dessus, oui, ce regard sur notre planète, sur notre développement, il est nécessaire au niveau de la démographie, là aussi de l'éducation, et bien sûr au niveau je crois quand même, du changement de comportement globalement de nos populations. S'il n'y a pas une solidarité, si tout le monde ne regarde pas dans la même direction, effectivement, on n'arrivera pas disons, à limiter le réchauffement climatique, ni à 2 degrés, ni à 3 degrés. Si tout le monde continue sur les trajectoires actuelles. Il faut changer nos modes de vie. Donc j'en viens à un sujet, je vous ai envoyé par mail un comparatif entre le sida et le fait de nier le réchauffement climatique, et je vais m'en expliquer. Il y a beaucoup de gens, des pères de famille, qui roulent en SUV de 2 tonnes, V8, et parmi les entrepreneurs, j'en connais un certain nombre. Et ceux qui ont moins de moyens prennent quand même pour une grande partie d'entre eux un SUV, puisque c'est le type de modèle qui se vend le plus. Beaucoup partent en vacances, et parfois en famille, à l'autre bout du monde, à Bali, où on voudra, et vont émettre à cette occasion 5, 8 tonnes aller-retour, s'ils partent à 4, en allant à Bali, de CO2 dans l'atmosphère. Et ces gens-là, moi je les connais, et je leur parle, et je leur dis, là j'avais un ami, quelqu'un que je connais très bien, qui est associé dans un très grand cabinet de conseil, qui gagne très bien sa vie, qui me parle de ses enfants pendant le repas, qui les aime, c'est marrant, ils sont drôles, il les aime, etc. Et puis il me dit, je te ramène, je te lâche, et là je vois une immense voiture 4x4, et je lui dis, mais tu te rends compte que tu viens de me parler de tes enfants et que tu roules dans ce truc-là. Ouais. Et je me dis, comment peut-on être père de famille et ne pas culpabiliser de faire ça, ne serait-ce que culpabiliser. Tu le fais, mais tu culpabilises. Eh bien non. Eh bien moi j'ai une explication, un parallèle que je vous livre. Donc comme je l'ai dit, j'avais 12 ans en 1980, j'avais 14 ans, 13 ans en 1981, et c'était c'est une période où est apparu le sida. Et en 86, j'avais 18 ans, et j'en avais une peur bleue. On ne se rend pas compte de ce qu'a été le sida pour les gens de ma génération. On rencontrait une jeune femme, il fallait en parler, nécessairement. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet. Alors on voyait énormément de publicité, il ne passera pas par moi, le préservatif à 1 franc de 2 Chavannes, tout ce genre de choses qui sont les choses de ma génération. Mais les gens qui avaient 45 ans, qui sont des amis de mes parents, qui étaient tous, pour la moitié d'entre eux, comme tous les Français de l'époque, divorcés, avaient des aventures. Et je lui disais, mais Michel, tu ne te protèges pas, disais-je à quelqu'un de 45 ans, et j'avais l'impression que je lui parlais en hébreu, il ne me comprenait pas. Eh bien, je crois que lorsqu'on parle à quelqu'un aujourd'hui qui a 45 ans et qui est dans le même cas de figure où tu lui parles de réchauffement climatique alors qu'il te propose de se ramener dans son gros V8, il ne répond rien. Je me dis qu'il y a un effet générationnel, qu'à partir d'un certain âge, les changements de paradigme n'entrent plus dans le cerveau. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Oui, non, mais... Comment expliquez-vous que tant de gens soit nient le réchauffement climatique, soit vivent quotidiennement sans l'intégrer dans leur comportement quotidien? Oui, il y en a qui ne le nient pas, mais qui ne le prennent pas en compte réellement dans leur vie. Je crois que chacun d'entre nous, nous ne le prenons pas suffisamment en compte, et je ne m'exclus pas de ce jugement, mais il y a quand même une prise de conscience. Et oui, le parallèle avec le sida est bon. Pour moi, j'étais là, j'ai écouté le débat sur la mobilité, mais c'est vrai que le vrai problème de la mobilité, c'est aussi cette volonté, cette acceptation. Bon, je l'ai dit souvent, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes sur disons, qui n'acceptent pas par principe de prendre les transports en commun. C'est par principe. Donc c'est un peu la même idée, et bien sûr, ce sont souvent les mêmes. Quand on cite les chiffres sur le périphérique, c'est 1,2 personnes par véhicule et 80% d'hommes. C'est quand même assez important. Donc voilà, donc on a quand même
il y a aussi quand même un problème de genre dans cette affirmation. Et quand on parle de SUV, je crois aussi qu'il y a aussi cette, disons, cette fracture entre, je dirais, les hommes et les femmes. Et c'est regrettable parce que je crois qu'on doit effectivement avoir un regard plus solidaire sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et il passe effectivement par, je crois franchement, disons, des actions qui permettent, passer à des véhicules plus légers, par exemple, qui permettent quand même de contribuer où que l'on soit, à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je propose ma dernière question, et puis si vous l'acceptez, je vais demander au public s'il a des questions à vous poser. Donc, que pensez-vous des collapsologues et des théoriciens de l'effondrement? Comme c'est une question qu'on m'a souvent posée, donc j'ai dit récemment, j'ai écrit que je ne suis pas collapsologue. Pour moi, donc la collapsologie, disons, alors on peut aller d'Yves Cochet, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ou bien récemment Fred Vargas, qui dans son livre est aussi, disons, épouse, d'ailleurs avec beaucoup d'erreurs, mais ça c'est une autre chose, dans son livre récent, épouse les thèses des collapsologues. Je les respecte, c'est pas le problème, mais je pense que dire que c'est la fin d'une civilisation comme Yves Cochet en 2030, parce que c'est ce qu'il dit, est quand même pas très raisonnable. Pour moi, la principale... Alors, il n'y a effectivement pas que le réchauffement climatique, j'en suis bien conscient. La principale conséquence du réchauffement climatique, c'est d'accroître les inégalités. Donc, on en est conscient entre pays développés et pays en voie de développement. Et d'ailleurs, certains pays en voie de développement ne se sont pas développés parce que justement leur climat n'est pas déjà très, disons, favorable au développement. Soyons clairs, c'est plus facile dans des pays comme le nôtre. Mais nous ne sommes pas conscients dans les pays comme le nôtre. C'est vrai aussi pour les pays développés. Ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique, les plus vulnérables, non seulement dans les impacts, mais aussi, et ça c'est quand même un exemple récent, celui des Gilets jaunes, dans les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois à la nécessité, effectivement, d'une fiscalité écologique, mais il faut qu'elle soit juste. Et ça, c'est un problème, cet accroissement des inégalités. Et plutôt que d'être collapsologue, ce que je dis souvent, eh bien, c'est que je dirais que les couches aisées, d'une autre façon de le dire, c'est que le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où il fait bon vivre, où on peut vivre sur cette planète. Et en gros, ma crainte, plutôt qu'une collapsologie, c'est la crainte que les couches aisées de la population sauront toujours trouver les endroits où il faut bon vivre, ce qui ne sera pas le cas pour les couches les plus vulnérables. Certes, mais on parle d'une zone comme Pékin, avec ses 500 millions d'habitants, qui pourrait devenir inhabitable. Là, oui, vous avez raison de rappeler cet article qui est effectivement, avec un réchauffement, si on allait vers un réchauffement de 3, 4, 5 degrés, il y a des régions de cette planète, et ça couvre disons en Chine, des régions où il y a 500 millions d'habitants actuellement, qui, en gros, deviendraient inhabitables en ce sens qu'on ne pourrait pas avoir d'activité extérieure. C'est pas la fin du monde, c'est pas 500 millions d'habitants qui vont mourir. C'est qu'on ne pourrait pas avoir d'activité à l'extérieur pendant l'été. Donc ce sont vraiment des régions où, pratiquement, qui deviendraient inhabitables, effectivement. Il y a une fée carabosse que nous n'avons pas invitée, qui est la peur. Parce que l'angoisse et la peur, avant de se dire c'est pas grave, ça reste c'est pas que c'est pas habitable, mais je sors plus. Ouais. Non, les gens sont déjà pris d'angoisse. Et ça a un impact sur le comportement des acteurs économiques. Qu'on soit producteur, au travail, on travaille plus, oui. On a peur, qu'on soit consommateur, on n'achète plus, etc. Et tout ça peut accompagner. Et quand on voit les déséquilibres financiers au niveau des États et l'endettement public, privé aussi, mais public, il peut y avoir un mécanisme en chaîne. Et c'est là que Yves Cochet débloque, il n'argumente même pas. Vous avez noté qu'il n'argumente pas, Yves Cochet. Et il est assis comme ça, il se contente de dire mais il y a quand même un risque de mécanisme en chaîne qui peut avoir des conséquences redoutables. Et la peur, les êtres humains sont des êtres faits d'émotions. Et imaginez-vous qu'une canicule dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui dure 3 semaines et qui fasse 50 000 morts en France, voire 100 000 morts. Vous imaginez les conséquences psychologiques que ça peut avoir ? Oui, alors oui, je l'imagine très bien, et d'ailleurs on peut parler de ces risques liés aux événements extrêmes par rapport aux populations, mais et je sais que cette peur, c'est quand même, finalement, c'est aussi créé par les collapsologues. Donc je pense que les collapsologues, et ce que j'essaye de faire, pas tout seul, mais par exemple avec Pierre Laroutourou, c'est aussi de dire qu'il y a des solutions. Disons, nous avons proposé pour nous, il y a
Les solutions, elles sont justement, et vous êtes au cœur de ces solutions, elles sont à la fois, disons, pour réussir, on a une loi en France, hein, disons, j'étais ce matin à la présentation du rapport du Haut Conseil sur le climat qui est assez négatif. Alors il y a une loi qui est très bien en France, neutralité carbone à l'horizon 2050, enfin elle devrait être, disons, mise en place rapidement, mais on prend déjà du retard. Alors donc il faut agir. En fait, il y a des moyens d'action, c'est aussi notre message. Ces moyens d'action, c'est à la fois de l'efficacité énergétique, vraiment aller vers une sobriété. Il faut aussi de la sobriété, mais il faut aussi des investissements. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec Pierre Laroutourou, proposé cette initiative de Banque européenne pour le climat et la biodiversité. Et nous pensons qu'il y a aussi des voies pour, disons, faire cette transition énergétique et transition écologique au sens plus large, qui est, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, synonyme de dynamisme économique, de création d'emplois. Et donc, il ne faut pas non plus baisser les bras. Je veux dire, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le numérique. Vous êtes là aujourd'hui, mais il ne faut pas trop consommer d'énergie. Ça, c'est aussi un des autres volets du numérique. Il y a beaucoup à faire dans le numérique. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour aller dans la bonne direction. C'est un peu ce que j'essaye de dire plutôt que d'être collapsologue. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose, ou une remarque, une critique? Non? Non, vous ne voulez pas prendre la parole? Ah, je vois, mademoiselle roule en Range Rover V8 400 chevaux. Non, je plaisante. Bonjour, vous avez parlé de l'agriculture, de l'énergie. Quelle est votre position sur l'élevage? Je ne parle pas des vidéos du moment, je parle vraiment du fait que la viande produit plus de CO2, que les pauvres vaches, on les accuse de produire du méthane. 9% pour la France. Ouais. L'élevage seul est responsable de 9% des émissions. Oui, alors au niveau mondial, les bovins, c'est à peu près 4%. Les émissions de méthane liées à l'élevage au niveau planétaire, c'est de l'ordre de 4% de l'augmentation de l'effet de serre. Donc c'est à peu près un tiers du méthane qui lui-même est de l'ordre de 15%. Donc vous avez c'est plus en France. Et je vais souvent dans ma Bretagne natale, et quand on regarde dans beaucoup de régions de la Bretagne, eh bien, le premier contribution aux émissions de gaz à effet de serre, effectivement, c'est l'élevage. Donc, alors ce que j'en pense, je pense qu'il y a effectivement un intérêt à manger moins de viande. Moi-même, j'essaye de faire attention. Donc, effectivement, je ne suis pas je ne suis pas végane ni disons, là aussi végétarien complet, mais j'essaye de faire attention, et on voit bien qu'il y a un mouvement en France. Il y a d'ailleurs une diminution de la consommation en viande qui me semble souhaitable aussi pour la santé. Ensuite, bien sûr, quand on a les moyens, on peut s'orienter vers la qualité. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut avoir ce regard. Disons pas, bon, ceux qui souhaitent abandonner la viande, c'est bien, mais je pense que l'ensemble de la population doit regarder, effectivement, doit être attentif à sa consommation de viande, et c'est ce que j'essaye de faire. Disons, j'en consomme encore. Voilà. Donc, bon, s'il y a des gens qui sont végétariens, je trouve ça très bien. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'économie circulaire dont on parle beaucoup? Justement, alors l'économie circulaire est clairement, et d'ailleurs le meilleur, disons, je crois que c'est bien illustré par le fait qu'il y a dans la loi sur la transition énergétique sur la croissance verte, et c'est la première fois qu'il y a un chapitre, disons une partie dédiée à l'économie circulaire dans cette loi. Et ça illustre bien le fait que, justement, dans la mesure où, à chaque fois qu'on fabrique quelque chose et qu'on le jette ensuite, on a consommé de l'énergie, et très souvent, on a donc émis des combustibles fossiles. Et donc, l'économie circulaire, c'est à la fois une économie de matière, et donc il y a certains, en dehors de tout le problème du réchauffement climatique, il y a d'autres problèmes, et par exemple, l'accès à certaines ressources, soit minérales, soit disons, y compris, on peut parler du plastique actuellement. Donc l'économie circulaire est, je crois, avantageuse. Elle est aussi créatrice d'emplois. Donc moi, je suis vraiment favorable à l'économie circulaire. J'ai dit que j'étais favorable aux consignes plastiques. Donc voilà, j'essaye aussi. Donc alors après, il y a plein d'autres problèmes qui sont derrière, mais je pense qu'il faut effectivement, et pas que pour le climat, il y a vraiment toutes les raisons de réutiliser au maximum et de ne pas trop jeter. Donc l'économie circulaire peut aussi être
dans des domaines plus larges, effectivement, dans l'industrie. Donc il y a beaucoup à faire. Et j'imagine que là où ce n'est pas encore fait, malheureusement, et on voit bien, c'est dans le domaine du digital. Hein, enfin bon, voilà, le renouvellement trop rapide des outils et la non-réutilisation généralement de ce qu'on utilise est une vraie question dans le digital. C'est justement une des vraies questions. On aurait, je crois, dans votre domaine, vous êtes beaucoup du digital, intérêt à se pencher sur cette réutilisation. Et il y a certains qui commencent à le faire d'ailleurs. Vous savez très bien. D'autant plus qu'il y a des métaux qui ne sont pas infinis sur Terre aussi, et dont certains se rapprochent. On commence à voir que ça, on en a pour 20 ans, 30 ans, etc. Et même de l'argent, par exemple, il y a des métaux simples, entre guillemets. Bien sûr. Je parle pas de... Une dernière question, où on remercie M. Jouzel, et puis on va boire un verre. Ça vous va? La journée a été longue. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.